Bienvenue à toutes et tous pour une nouvelle conversation dans The Happy Rise, là où vous allez apprendre donc à sublimer toute expérience pour pouvoir en trouver des nouvelles ressources et puis pouvoir prendre des bonnes décisions, notamment, et apprendre à cultiver le mieux-être et le bonheur. Et j'ai l'immense privilège aujourd'hui de recevoir Morgane Rolando, qui a fait le plaisir de venir jusqu'à nous aujourd'hui pour cette nouvelle conversation. Et si le bonheur commençait par une simple décision? The Happy Rise, c'est une invitation à s'écouter, apprendre à écouter ce qui vibre en nous et à remettre la conscience au cœur de chaque choix. Dans l'entreprise, c'est un chemin vers un leadership plus humain, plus inspiré, plus vivant, partagé et durable. Dans la vie de tous les jours, c'est apprendre à s'aligner, faire les choix qui vous ressemblent et vous rendent heureux, à retrouver la joie du sens. Savoir décider en conscience, c'est choisir d'agir avec le cœur. C'est faire émerger la joie, le sens et le bonheur. Hugues Allard. Rejoignez The Happy Rise. Alors Morgane, on s'est connus d'abord par le groupe âme. Nous faisons partie de âme qui représente aussi l'authenticité, le management et l'entreprise. C'est ça, merci Hugues. Et j'ai également assisté à un webinaire que tu as proposé sur donc les constellations structurelles, qui était avec des personnes du monde scientifique d'Assas, en C'est ça, parenthèse. avec des doctorants de l'université Panthéon-Assas. Et je serais très heureux de savoir aussi comment tu peux te présenter, comment tu aimes qu'on te présente. Merci Hugues. Moi, j'aime bien me présenter comme une alchimiste des transformations en entreprise. Donc, je viens du monde de la finance, des fusions-acquisitions, donc fusions-acquisitions dit grandes transformations d'entreprise, et du capital investissement, que ce soit avec des fonds ou avec des business angels. Donc, j'ai vécu énormément de transformations d'entreprise. Et dans toutes, je m'attache effectivement à faire l'aspect financier qui m'est demandé, mais aussi ce quelque chose en plus, parce que c'est une entreprise, c'est un endroit que l'on vit et qu'on ne fait pas que compter. Donc, une alchimiste, c'est amener mon petit truc en plus pour, comme l'huile dans les rouages, pour que la transformation se passe au mieux pour tout le monde. Alors si on parle du sujet vraiment, est-ce que l'entreprise ou l'organisation, est-ce qu'elle a une âme ou quelque chose d'équivalent que les gens peuvent comprendre assez facilement? Alors, ce que j'ai remarqué dans toutes, c'est que si on ne s'attachait qu'aux financiers, il y avait beaucoup de frottements dans les rouages. Donc, faire intervenir l'humain est quelque chose qui est super important. Et moi, je pense, j'ai travaillé dans beaucoup d'entreprises, essentiellement de la tech, mais des entreprises où on avait l'impression que l'activité se ressemblait, et en fait, à l'intérieur, pas du tout. Et on a tous des exemples comme ça. Une boulangerie va être très différente d'une autre boulangerie. Et c'est ça que je vais appeler l'âme, qu'on peut appeler la culture, qu'on peut appeler tout ce qui est invisible, on peut appeler une entité collective. C'est rigolo qu'on emploie ces mots d'âme pour démarrer, parce qu'en fait, je l'ai vu surtout quand j'étais en tant que business angel, en tant qu'investisseuse moi-même. Quand j'ai commencé, j'ai remarqué que pour une activité donnée, pour une innovation, on avait souvent plusieurs entreprises qui faisaient la même chose, des startups qui ne se connaissaient pas forcément. Un grand exemple, c'est Blablacar. Comme Blablacar, qui s'appelait à l'époque covoiturage.fr, est venu nous voir. Donc là, j'ai du recul dessus, c'était il y a 12-13 ans. Et bien, il y en avait 3 autres qui faisaient la même chose. Donc maintenant, laquelle on a envie de suivre, laquelle incarne suffisamment ce qu'elle est en train de dire. Et quand je vous dis ça, en fait, je fais le parallèle avec la littérature. Je ne sais pas si tu as déjà lu Elisabeth Gilbert, qui a écrit Mange, prie, aime. Non. Elle a aussi, c'est devenu un film avec Julia Roberts, et elle a aussi écrit Big Magic. Et dans Big Magic, elle décrit comment elle écrit. Donc en fait, c'est comme si toutes ces idées lui venaient. Et donc il faut qu'elle écrive, mais tout de suite, très rapidement, parce qu'au cas où l'idée s'en aille. Et un jour, elle avait une idée qu'elle repoussait, ou comme on fait tous dans nos vies, on a beaucoup de choses, je le ferai quand j'aurai le temps. Et un jour, elle croise une autre écrivaine qui lui dit « Je te raconte pas ce que je suis en train d'écrire en ce moment ». Et elle lui décrit mot pour mot juste l'histoire qu'Elisabeth Gilbert avait déjà en tête.
Et alors là, c'est là qu'elle se dit: «Mais en fait, ce ne sont pas les écrivains qui inventent les histoires. Les écrivains sont un canal pour raconter ce qui doit être raconté». Et c'est là, en lisant ce livre, que j'ai vraiment fait le parallèle dans des histoires comme celle de Blablacar. C'est qu'en fait, l'entreprise ou l'organisation ou l'idée de l'organisation flotte dans l'air et vient se matérialiser chez les entrepreneurs, les fondateurs, qui vont, eux, pouvoir la concrétiser et la matérialiser ici et maintenant. Donc l'application, elle peut être différente suivant le dirigeant, puisque même si l'idée flotte, comme tu dis, Oui. forcément, ça sera incarné de manière très différente suivant le dirigeant et son ego aussi. Donc Ah comment oui. l'âme de l'entreprise ou de l'organisation, elle peut différer de l'ego du dirigeant et comment tout ça, ça se conjugue. Moi, ce que je vois, en fait, c'est qu'en distinguant l'organisation entité vivante du dirigeant, on a affaire à une personne différente. Déjà, le dirigeant, s'il le considère comme tel, en tout cas, c'est ce que je prône, va se considérer comme une personne qui va matérialiser, il va se mettre au service de l'idée, au service de l'âme de l'entreprise, et il va réussir à comprendre que sur certains aspects, certaines tâches, c'est pas forcément lui qui va être le mieux placé, mais il va pouvoir choisir autrement, faire autre chose que de mettre son ego. J'ai des exemples où ça n'a pas été fait, où on était en désalignement, où souvent chez les fondateurs, ils se confondent avec leur organisation. Et pour moi, c'est un danger parce qu'ils peuvent aller à rebours de ce qui va être meilleur pour la feuille de route qu'ils ont. Voilà, si on considère que l'organisation est une entité collective différente différente de la personne du dirigeant, elle a une feuille de route qui va aussi être différente. C'est clair. Et ce que j'ai vu des gens entre associés qui se sont déchirés parce qu'ils avaient des visions qui pouvaient être pas forcément très éloignées, mais des visions différentes, donc des égos qui diffèrent, et qui vont préférer laisser l'entreprise couler, partir en liquidation, que de se prendre un point de retrait chacun pour pouvoir trouver le bon créneau, le bon canal sur lequel avancer sur leur mission ou sur leur feuille de route. Donc l'ego, effectivement, pour moi, c'est un ennemi de la feuille de route et des réalisations de l'entreprise. Je parlerai plus tard, j'ai un exemple avec qui j'ai travaillé cette semaine qui est absolument magnifique, à contre-rebours de celui-là. Et justement, est-ce que tu parlais donc de tensions qu'il peut y avoir entre plusieurs dirigeants, et est-ce que l'entité, donc l'organisation, elle peut aussi perdre son âme à un moment? Et comment on fait dans ces cas-là? Alors l'entité, elle va être matérialisée par les gens qui la composent. Et quand je dis les gens, j'emploie volontairement pas forcément le mot dirigeant, parce que pour moi, toutes les parties prenantes vont y contribuer. Donc, ça va être d'abord les fondateurs ou les dirigeants, qui sont pas forcément les mêmes, les actionnaires, qui sont propriétaires, mais soit on peut les voir comme propriétaires, soit comme personnes qui vont fournir les fondations financières pour que la feuille de route puisse se dérouler. On a tous les employés, on a les clients, donc dans les parties prenantes, on a les clients, les fournisseurs, les partenaires, les banques, et aussi la société. Et j'ai besoin de revenir sur la question, bien sûr. Est-ce que ça arrive que l'entreprise perde son âme? Oui, en fait, ce qu'on voit, c'est quand les intérêts des individus, donc de ces parties prenantes, diffèrent de l'intérêt de l'entité collective. Et ça, on le voit souvent dans les cas de transformation dont j'ai parlé, quand on a une fusion-acquisition, quand on a un nouvel actionnaire qui veut mettre une nouvelle culture. Si dans la fusion-acquisition, on écoute les deux cultures pour en prendre le meilleur et construire une nouvelle culture, on peut réussir à quelque chose. Et si on vient imposer une culture sur une autre, on va perdre, pour moi, l'âme initiale. Donc que ce soit une entreprise qui en rachète une autre, un dirigeant qui reprend, ou un actionnaire qui reprend également. Là, j'ai une anecdote, en fait, que j'ai eue hier soir. Une amie qui avait fondé une start-up aux Pays-Bas et qui a levé des fonds début 2025, donc génial, on va commencer à pouvoir rayonner de beaucoup. C'était un petit logiciel. Et en fait, les investisseurs qui étaient venus avaient une feuille de route financière ultra calibrée et ils en ont perdu la vision de la solution qu'on amenait aux clients. Donc, ils ont compressé les fondateurs autant qu'ils pouvaient
jusqu'à leur dire, mais finalement, on va se séparer. Donc voilà, j'ai entendu, on va se séparer. Et donc ils sont beaucoup moins sur toutes les fonctionnalités du logiciel que sur trouver le client qui va amener de l'argent à court terme. Donc je pense que c'est une bonne équation à court terme, l'avenir nous le dira, mais que pour s'installer dans la durée, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, je sais que tu as des solutions, hein, notamment avec les conciliations structurelles, pour aller dans le vif du sujet et puis pouvoir apporter donc des solutions dans ces cas-là. Et à contrario, comment on reconnaît donc une entreprise dont l'âme est alignée, ou comment avec le dirigeant, avec la raison d'être de l'entité? Alors, si je peux me permettre, je vais montrer un outil que j'ai créé qui s'appelle l'arbre de vie économique et qui va l'illustrer. Donc on parle là du dirigeant, de l'entrepreneur ou même des salariés. On va sonder ce qu'ils ont à l'intérieur, quelle est leur mission à eux chacun, avec ses forces et ses faiblesses, donc avec quoi il vient. Et ensuite, donc pour bien l'écrire, prendre le temps de le poser, et ensuite aller sur la raison d'être de l'entreprise qui va être différente. Donc ça, je l'ai déjà fait avec des entreprises où on faisait travailler toutes les actionnaires, les salariés, le COMEX, sur leur raison d'être et sur ce qu'ils percevaient de la raison d'être de l'entreprise avant de pouvoir la nommer, on va dire. Et une fois qu'on a révélé la raison d'être de l'entreprise ou de l'organisation, aller voir avec quelles parties prenantes elles sont bien alignées. Donc là, c'est reconstruire un modèle économique avec les clients, les partenaires, comment financièrement elle peut s'en sortir. Et on parle aussi de l'environnement avec les menaces et les opportunités. Et en fait, c'est tout un parcours qui permet de s'en inspirer et d'aller sur l'alignement. Pour moi, on parle beaucoup en développement personnel de l'alignement tête, cœur, corps. Et pour moi, l'alignement est aussi crucial. Si on le met avec juste 3 éléments en entreprise, c'est la direction. Donc, ça va être les actionnaires, les dirigeants. Le cœur, c'est la raison d'être, ce pourquoi on est tous là et les solutions qu'on amène aux clients, à la planète, à la société. Et le corps, ça va être tous les employés et tous ceux qui la font vivre au quotidien. Donc, les employés, les partenaires, les fournisseurs. Et à partir du moment où on a cet alignement, pour moi, c'est la manière de mieux réaliser la mission pour laquelle l'entreprise a été créée. Bien compris. Et est-ce que lorsqu'il y a des petits décalages en fait entre soit les dirigeants, soit les salariés, hein, donc de l'organisation, avec la raison d'être de l'entreprise, est-ce que tu as des petits tips, des petites choses Oui. que chaque jour ils peuvent faire aussi pour se réaligner par rapport à l'entreprise? L'écoute. L'écoute est quelque chose de formidable. Là, j'ai été voir l'entreprise Clinitex à Lille, qui est entreprise à mission. Et c'est une Combien entreprise de de salariés? 4000. Hein. Donc une entreprise à mission avec 4000 salariés, Ouais, c'est possible. c'est Donc ça possible. C'est possible à c'est grande déjà, échelle. Donc ça, c'est merveilleux. Ils ont des salariés dans toute la France. C'est une entreprise de nettoyage. Nettoyage en B2B, donc chez les professionnels et les entreprises. Et leur raison d'être, qui a été faite en collaboration avec tous les employés, est de rendre le monde plus beau, contribuer à rendre le monde plus beau. Donc déjà, en nettoyant, on contribue à voir la beauté autour de nous. Et donc ça les a poussés à élargir leurs antennes. Comment, moi, dans ma tâche, je rends le monde plus beau? Et chaque employé va avoir à écrire de quelle manière il contribue à rendre le monde plus beau avec la tâche qu'il fait. Donc la comptabilité, ça va être, par exemple, de mettre de la fluidité dans ce qu'elle fait. La communication, ça va être le fait d'avoir une attention particulière à tous les visuels qu'ils ont. Et ce que j'ai vu de merveilleux, c'est que l'écoute est super importante. Et ça, c'est quelque chose que je prône aussi quand on a un doute, et ce qui arrive souvent, quand on a un changement de planning, ce qui arrive souvent. Et là, on est dans un monde économique qui est très incertain, où on a des habitudes de planification, de business plan à 5 ans, de stratégie à 10, 15, 20 ans, dans un monde qui évolue d'une manière beaucoup plus rapide. Donc pour moi, se raccrocher à la raison d'être, à la feuille de route de l'organisation elle-même, nous permet d'évoluer et en fait de contribuer dans le monde qui est en train d'évoluer avec cette raison d'être. L'écoute qu'il pratique, c'est quand on arrive, on ressent le beau, quand on rentre dans l'entreprise, et en fait se poser la question, comment
avec la situation dans laquelle je suis, je peux contribuer à rendre le monde plus beau. Qu'est-ce qui fait que, même en ayant perdu ce marché, je peux continuer à rendre le monde plus beau? Ça peut être, dans ce cas-là, d'aller voir des marchés différents qu'on n'a pas encore regardés. Donc c'est l'écoute, c'est à chaque fois le questionnement en fait, hein, et Oui. puis le dialogue aussi pour pouvoir arriver à recalibrer et se recaler par rapport à cette mission d'être de l'entreprise. Et la challenger les uns avec les autres. Dis-moi Morgane, tu es venue avec une mascotte. Est-ce que tu peux Oui, nous expliquer? je suis venue avec Louise. Louise m'accompagne en permanence et elle représente mon activité qui s'appelle Soul and Biz, de l'âme et du business. Alors l'idée de Louise, c'est vraiment de pouvoir la représenter physiquement. L'entité vivante, l'entité collective, elle est différente de moi. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est très facile pour un fondateur de se confondre avec son entreprise, avec son organisation. Donc déjà, ça a quelque chose. Si je rate un marché, ce n'est pas moi, Morgane, qui ai raté le marché, c'est nous deux. Et c'est juste un marché. Hein, c'est juste un marché, je vais pouvoir en retrouver d'autres. J'enlève une partie de mon ego que je place sur elle et je ne vais pas déprimer quand il y a un couac, puisque dans le monde de l'entreprise, il y a des obstacles en permanence. Ce qu'elle dit, Louise, c'est une licorne. Donc, à l'image de nos startups qui sont très ambitieuses, qui s'appellent des licornes, j'ai de l'ambition pour accompagner mes clients sur leur feuille de route et leur transformation. Elle est toute ronde. Donc, ça veut dire qu'elle va s'ajuster à ce qui se passe. Et comme vous avez vu, cette petite licorne a un corps de canard. Donc, elle ne peut pas se prendre au sérieux. Tout le monde ne la voit pas en tant que licorne, on la voit comme un vulgaire canard, si j'ose. Donc, elle va s'ajuster en vocabulaire et en tempo à ce que le client en face peut accepter. On parlait de l'âme de l'entreprise tout à l'heure. C'est quelque chose qui semble issu du monde spirituel plus que du monde du business, donc qui peut faire peur et rebuter certaines personnes qui vont me prendre pour une personne totalement perchée. Donc, je leur parle plus de raison d'être, je leur parle de déclic. Replongez-vous au déclic au moment où vous vous êtes dit « Oui, je vais créer cette entreprise. Oui, je vais rejoindre cette entreprise parce qu'elle m'anime et parce que c'est exactement ça que je veux faire. » Donc, Louise me permet de me dire « Je m'adapte. » Et quand je me pose des questions, je la regarde et je lui demande « Qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'on va faire de ce marché perdu? Qu'est-ce qu'on va faire de ce nouvel associé? Est-ce qu'on va le prendre lui ou est-ce qu'on va en prendre un autre? » Louise, elle a un grand bec, hein, donc elle doit t'en dire des choses en tout cas. Elle me raconte beaucoup de choses. choses. Ben, merci pour cette présentation de Louise qui va nous aider aussi. Et puis, ça permet vraiment, je pense, de pouvoir ne pas prendre pour soi en tant que dirigeant ce qui peut arriver dans l'entreprise et de prendre cette entité à part et de pouvoir dialoguer et voir un avenir plus serein, je pense. Mais totalement. Et en plus, il y a des décisions. Si une décision politique d'une réglementation, un effondrement ou au contraire une montée, une flambée du coût des matières premières qui va être un coût important, un changement des tarifs douaniers, par exemple, comme ce qu'on a vu quand on a du commerce à l'export. Il y a énormément de choses qui sont indépendantes de nous, mais par contre avec lesquelles on doit toujours continuer à avancer. Et ce que je vois beaucoup avec mes clients, c'est que généralement ils ont une clientèle assez large et qu'en fait, en réfléchissant à comment on s'aligne avec notre clientèle, on réduit beaucoup. Et c'est comme quand on écrit un livre ou une conférence, on a envie de raconter toute notre vie ou tout notre savoir. Et en fait, on réduit. Dans un webinaire, on n'a qu'1 heure. Donc, on va choisir quels sont les messages que je veux faire passer. Et au niveau des clients, c'est pareil. Le client va se reconnaître quand on lui parle à lui, plus que quand on lui parle quand on veut essayer de parler à tout le monde. Moi, par exemple, j'ai besoin d'avoir des preneurs de décision. Donc, je dis preneurs de décision plutôt que dirigeants, parce que c'est pas forcément le même, qui sont déjà sensibles à ce qu'amène leur entreprise au monde externe, à l'impact que ça va pouvoir avoir. Donc, parlant de livres, hein, tu as écrit aussi des cahiers de transformation, des exercices pratiques, dont un qui s'appelle « Connectez-vous à l'âme de votre business », et en français et en anglais, pour le préciser. Et quelle était un peu ta volonté dans ce parcours de vouloir offrir au monde ces cahiers? Alors, j'ai testé des méthodes qui étaient
un petit peu non conventionnel où on parle beaucoup de méditation. Donc, je parlais d'écoute. Là, on parlait de méditation pour se connecter à l'âme de l'entreprise, entité vivante. Et en fait, j'ai eu la chance d'avoir plusieurs dirigeants qui sont venus vers moi qui volontairement pour tester ça et qu'on le mette en forme. Et on a vu des différences extraordinaires dans leur manière de faire. Et la différence, elle peut être super subtile, mais qui change tout, un petit peu comme le battement d'aile du papillon. Bon, on change un petit angle et ça va tout changer. Et j'ai voulu en faire un cahier pratique parce qu'en fait, moi, j'ai fait des grandes études, mais j'ai jamais été très scolaire. Alors que tout ce que j'expérimente, je le ressors beaucoup mieux. Et donc là, l'idée, c'était de faire comme un cahier de vacances. On a des exercices à faire, c'est interactif, donc on a des vidéos, on a des audios pour nous accompagner. Là, je parlais de méditation tout à l'heure. On travaille d'abord sur la personne physique. Donc, qu'est-ce qui l'a amené à avoir ce déclic, remonter. Et ensuite, on travaille sur la personne morale ou sur l'âme de l'organisation pour pouvoir comprendre dans quel bateau on s'est engagé tous les deux. Donc là, je vais avoir comme une méditation, comme un voyage hypnotique qui nous replonge au moment où on s'est retrouvés ensemble. Et puis de là, dessiner ce pourquoi elle va pouvoir faire les choses. Donc ça, c'est donc ce cahier pratique. Connectez-vous à l'âme de votre business. C'est vraiment de quelle manière on va être aligné. Et le deuxième, en fait, ils se répondent. Je l'ai appelé révéler la raison d'être de votre organisation. Et j'ai choisi volontairement ce mot de révéler plutôt que de définir, parce que j'estime qu'il existe en dehors de nous, en dehors de nous, personnes physiques. Et donc, se mettre à l'écoute va permettre un petit peu comme si on voyait dans le sable les lettres de la raison d'être se dessiner quand on se met dans ce moment-là. Mais toi, Morgane, qu'est-ce qui t'a amené à travailler sur ces sujets-là et qu'est-ce qui t'a amené à mettre en avant en tant qu'investisseur peut-être ou en tant que dirigeante? Comment tu es en arrivé à donner tout ça au monde? Alors, il y a deux périodes qui ont été vraiment clivantes. La première, c'est quand je suis devenue business angel. En fait, je venais du monde de la tech, des fusions-acquisitions, donc j'avais déjà vu beaucoup de transformations. Et à un moment donné, j'ai été attirée par un réseau de business angels et je me suis dit, mais pourquoi pas? Et j'ai réalisé, oui, en fait, c'est la même chose appliquée à des plus petites. Sauf que ces plus petites, elles transforment le monde de demain. Elles sont déjà en train de créer le futur. Donc ça m'a passionnée tout de suite. Et j'ai d'abord investi là où je connaissais, donc le monde du logiciel et de la tech. Et ensuite, je me suis posé la question, mais en fait, non. C'est mon épargne, j'en fais ce que je veux. Et j'ai pas besoin de copier les modèles que je connais déjà et sur lesquels je travaille. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à ouvrir mes antennes et j'ai vu beaucoup d'entreprises qui commençaient à impact. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est ça. Je vais investir là où je veux, où ça me semble le plus juste que le monde aille demain. Et donc, j'ai commencé à avoir des investissements à impact. Et là, ça me semblait beaucoup plus judicieux de mettre mon épargne au service d'un monde plus juste, plus équilibré que juste mon enrichissement personnel. Pourquoi c'est si important pour toi de voir aussi, d'avoir des investissements avec une vision du futur qui est quand même plus prospère pour les personnes à venir? Ah, bah déjà, j'étais devenue maman, donc ça m'a fait un déclic. En fait, je suis en train de construire le monde de mes enfants. Et j'ai envie de leur laisser un monde qui soit le plus opérationnel possible et le plus ouvert. Moi, les notions de liberté et d'ouverture sont vraiment importantes pour moi et qu'elles aient la liberté de faire ce qu'elles veulent. Donc j'ai aussi pris des engagements. J'ai des enfants qui sont métis des Antilles. Donc c'est là que j'ai commencé à prendre des engagements auprès des entrepreneurs antillais pour commencer à casser des stéréotypes qu'on a tous. Et là, je me dis, mais quand même, si elles veulent entreprendre, que ces stéréotypes et puis au moins diminuer, que je leur rende la tâche plus facile pour elles et pour leur génération. D'accord. Donc, dans ton expérience personnelle, donc tu as voulu investir avec, là, c'est pas pour l'environnement, n'importe, c'est vraiment par rapport à des valeurs qui te permettaient d'être cohérente par rapport à qui tu es. Exactement, me sentir en alignement avec les investissements que je fais.
Et la deuxième, Oui, puisqu'il y a eu une deuxième, c'était resté au stade de mes investissements, pas encore des services que je peux proposer en tant que consultante, mais ça avait été le Covid. Donc d'accord. on se rappelle tous de ce point de bascule dans le monde et en fait, toute la recherche de sens. Et c'est là que je me suis dit: «Mais effectivement, tout le monde recherche son or, sa boussole, le sens, le pourquoi de ce qu'on fait et l'entreprise est un outil formidable pour faire bouger les choses». Donc c'est un véhicule extraordinaire et c'est là que je me suis dit: «Mais en fait, ce que j'applique en tant qu'investisseuse, je peux aussi accompagner les organisations et les entreprises à réaliser à quel point, cette feuille de route est importante, qu'on y mette les valeurs, qu'on y mette le pourquoi on a créé cette entreprise et qu'on puisse le décupler autour de soi. Et donc c'est là que j'ai commencé, c'est de là vraiment qu'est sorti, l'accompagnement, sur l'âme de l'entreprise avec le cahier pratique et ensuite et depuis ça se poursuit. Merci pour ces explorations et d'ailleurs en ce moment tu explores donc les constellations Oui. structurelles. Donc est-ce que tu peux nous donner ta propre définition de ces expérimentations? Et puis je pense que c'est un outil qui est vraiment là pour aider dans le cas où il y a un désalignement. Mais totalement. En fait, on les appelle constellations structurelles ou représentations systémiques des entreprises. Donc là encore une fois, j'adapte mon vocabulaire puisque les personnes ont plus entendu parler des constellations familiales. En fait, je fais beaucoup de parallèles entre le développement personnel et la manière dont on mène l'entreprise, parce que je trouve que les individus ont fait de plus en plus de développement personnel et ce qui est formidable, mieux on se connaît et mieux on avance. Et je pense qu'on peut en dupliquer une bonne partie sur le monde du business et de l'entreprise. Donc, des gens qui connaissent les constellations familiales vont être plus enclins à venir faire une constellation systémique ou structurelle, et que j'appelle représentation systémique des organisations. Et en fait, une organisation, c'est un système, comme une famille, où il y a le haut de l'iceberg, ce qui se voit, et le dessous de l'iceberg, ce qu'on ne voit pas, mais qui est presque tangible et palpable. Et donc, c'est ça qu'on a envie de commencer à mettre en valeur, à mettre en visibilité avec les constellations. Quand on voit que tout a l'air de bloquer, alors que on a fait exactement tout ce qu'il fallait sur le papier. Bon, je reviens à mes modèles de business plan, de stratégie qu'on peut apprendre dans les écoles de commerce. Moi, j'ai rien contre les écoles de commerce. J'en ai fait une. On a plein d'outils formidables, mais dans un monde incertain, ces outils montrent la limite qu'ils ont. Donc, amener plus d'intuition pour comprendre ce qui se passe sur le mode invisible, que ce soit intentionnel ou pas intentionnel, nous permet de commencer à mettre le doigt sur les éléments sur lesquels on va pouvoir travailler. Donc tu parles de choses qui sont invisibles, mais qui sont opérantes pourtant, et parce qu'elles opèrent de manière inconsciente dans l'entreprise, enfin dans l'organisation. Oui, Donc tu parles de loyauté cachée, tu parles d'inertie ouais. systémique, de résistance structurelle et d'anglement relationnel. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples pour illustrer à quoi ça correspond et comment on les met à jour dans ce principe dans ce principe de constellation structurelle? Alors on va représenter en fait chaque élément. Je vais parler d'un dirigeant qui a construit une entreprise qui s'appelle Abraham Intech. En fait, il est en Israël et c'est un entrepreneur de la tech qui a vraiment envie de construire un think tank pour mettre toutes les religions autour de la table. Enfin, en tout cas, les 3 religions monothéistes, parce qu'il a envie de prendre les forces vives de tout le monde pour construire. Et en fait, il a pas réussi, il n'arrivait pas à se faire entendre, à ce que les entrepreneurs de la tech viennent spontanément. Donc, on s'est dit, on va interroger ce qui se passe. Et ça peut être des choses très subtiles comme le vocabulaire, comme l'intention, comme la représentation que les autres s'en font. Et donc, on a représenté à la fois l'entreprise. J'ai même pas expliqué, je suis en train de voir ce que c'était qu'une constellation. Je vais peut-être dire 2-3 mots.
où on peut le faire soit avec des personnes, soit avec des représentations. Moi, j'ai des petits lutins où une personne va pouvoir incarner, là, on va dire l'entreprise. Ça peut se faire en présentiel ou aussi en ligne, puisqu'on on a fait un exemple d'ailleurs dans le webinaire. Donc c'est juste pour Oui, assister, mais le mieux c'est quand même d'avoir plusieurs personnes physiques pour pouvoir que se joue, se mettre à jour donc les différentes entités. exactement. Donc, plusieurs personnes physiques qui vont, elles, parler de leur ressenti. Là, on va enlever tout le mental et on va parler du ressenti qu'on a. Et en fait, ce ressenti, c'était que donc on a une personne qui va jouer l'entreprise, une personne qui va jouer le blocage, une personne qui va jouer l'entrepreneur, le consultant, celui qui vient poser la question, et une personne qui va représenter les clients ou ceux à qui il va donner ce service. Et là, dans ce contexte, on a vu que l'entreprise avait une vitalité énorme, mais qui était vraiment restreinte. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a travaillé sur le lien entre l'entrepreneur et son entreprise, et lui, il avait une colère très très forte en lui, mais bon, on n'exprime pas toujours la colère. On est dans un monde où on apprend à être assez lisse, et en fait, c'est cette énergie de colère qui avait besoin de s'exprimer pour que les autres se reconnaissent et connectent la colère enfin l'énergie, l'énergie de la colère, voilà, j'y arrive. L'énergie de la colère va être une énergie super puissante si on l'utilise pour construire. Et donc, c'est de là qu'il a commencé, c'est de là qu'on est parti. On a révélé que cette énergie de colère avait besoin de s'exprimer et qui change son vocabulaire. On va dire, pas bisounours, mais un petit peu, en disant on a besoin de se mettre tous ensemble, mais avec cette énergie de colère, ressortir pourquoi il était en colère aujourd'hui et qu'il voulait vraiment que cela change. Et c'est là que ses adhérents ont commencé à arriver parce qu'ils se reconnaissaient dans le manquement et dans cette colère. Il y avait vraiment un barrage, hein, il y avait vraiment, Ouais. et c'est vraiment transmuter cette force pour trouver des nouvelles ressources. Hein, comme c'est vraiment en fait, la raison d'être aussi de The Happy Rise, hein, c'est vraiment Ouais. de transmuter tout ça. Donc c'est vraiment un lien. Merci beaucoup pour cet exemple avec notre philosophie en tout cas. Mais avec plaisir. Et donc ça a fonctionné. Ah ben ça a fonctionné. Il a commencé à, là maintenant il est en train d'avoir des adhérents qui viennent. Donc l'idée c'était pour construire ensemble, il faut être tous autour de la même table et travailler sur parler sur le même canal et sur la même longueur d'onde que ces parties prenantes, c'est une des manières d'être aligné. En fait. Est-ce que tu as d'autres exemples sur des résistances aussi peut-être structurelles ou des angles morts Ouais. aussi dans l'entreprise? Oui, oui, oui. J'avais deux associés qui voulaient racheter une entreprise, qui sont venus me voir et ils m'ont dit ah là, ça fait le troisième dossier sur lequel on y arrive et finalement c'est pas nous qui sommes choisis. Donc on a un super projet, on est très complémentaires, on a envie d'y aller. Et en fait, on a travaillé avec eux sur chaque personne, chaque associé, et on a testé avec en face chaque cible. Pourquoi ça avait réussi et pourquoi ça n'avait pas réussi. Et en fait, on a réalisé avec chaque cible, il nous manquait quelque chose entre deux. Comme s'il y avait un pont qu'ils n'avaient pas encore fait entre eux et la cible. Et en fait, c'est que ce qu'on a réagi, c'est qu'ils avaient commencé à planifier à chaque cible d'entreprise qu'ils ont vue, ils avaient planifié comment ils allaient reprendre cette entreprise, qui allait faire quoi, comment ils allaient la transformer. Mais ils n'avaient pas travaillé sur leur projet entre eux. Et en fait, ce qui pouvait se faire, c'est que ils travaillent d'abord sur leur projet qui les relie, qui les aligne eux entre eux, qu'ils ont envie de voir émerger. Et c'est ce projet qui va se rapprocher de la cible. Et c'est là, une fois qu'ils ont défini eux leur projet. Donc c'était des écoles d'intelligence artificielle, donc ils ont regardé des écoles d'intelligence artificielle. C'est un secteur, le secteur de la formation, qui est en train de beaucoup bouger en ce moment, et dont l'intelligence artificielle qui est sur toutes les bouches, mais que il y a beaucoup de monde qui en parle, mais qui ne savent pas comment s'en servir. Et en fait, eux, c'était de pouvoir, le projet qu'on a bien défini, c'était de pouvoir intégrer l'intelligence artificielle au sein de chaque formation, au sein des métiers, et non pas apprendre à des nouveaux développeurs ou codeurs à le faire. Donc, ils ont commencé
Ils ont arrêté de regarder les écoles de formation en intelligence artificielle ou en informatique pour se focaliser maintenant sur des écoles qui forment au métier et de là, pouvoir inscrire leurs projets dans leur nouvelle cible. Donc c'est Donc vraiment un c'est lien enfin un moyen d'exploration pour voir les liens rompus en quelque sorte et pour libérer, une énergie de l'organisation, comme si, l'organisation elle avait aussi un niveau d'énergie ou des fréquences hautes et basses. Qu'est-ce que tu en penses de ça? ah mais totalement et bon déjà le 1er la première personne que je mets sur une constellation, c'est l'entreprise, l'organisation. Elle a besoin d'être vue et en fait, haute et basse, c'est quand on est dans une énergie de construction et d'alignement, c'est ce que je vais reprendre. Là, c'est là qu'on trouve, on arrive à rencontrer le client qui nous correspond, alors que quand on est dans une énergie plutôt basse, je vais reprendre ces exemples de fusion-acquisition dont si par exemple une acquisition ou une participation d'un fonds n'est là que pour le retour sur investissement, en fait, on se rend compte qu'elle va à court terme faire de l'argent puisqu'on va déployer du marketing et du commercial. Mais par contre, on va souvent diminuer ce qui se passe en R&D, ce qui se passe sur le futur. Donc, on va grossir le présent au détriment du futur. Mmh. Et donc, c'est un exemple qu'on retrouve classiquement. On a certainement tous entendu parler de ça. Et donc, c'est ce qui fait que elle va avoir des fréquences basses puisqu'on ne l'écoute plus, en fait. Comme si son cœur battait de manière de plus en plus basse. C'est dépouiller vraiment la quintessence de l'entreprise. Ouais, Mmh. ouais, c'est un petit peu ça. Et dans un autre, je vais reparler d'un entrepreneur inspirant. J'ai croisé la société Avril, qui sont des cosmétiques bio, qui voulaient mettre le bio rendre le cosmétique bio accessible à tous. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est ils ont vraiment travaillé sur le produit beaucoup plus que sur le marketing. Et la cosmétique est un secteur où le prix du produit, dans le coût de revient du produit, on a énormément de marketing et d'image. Et on en parlait juste avant. Pour certaines populations, l'image compte au moins tout autant que le produit. Et donc, eux, pour se concentrer sur les clients qui valorisaient essentiellement le produit, donc ils ont réussi à faire des cosmétiques de très haute qualité, mais à des prix accessibles, en rognant sur cette dépense marketing. Donc, ça a mis plus de temps. Clairement, ça a mis plus de temps à se déployer que ce qu'on imagine dans une entreprise de cosmétiques classique, plutôt que ce qu'eux avaient imaginé. Mais finalement, ce sont des branches et des racines super durables qu'ils ont pu faire. Et ils ont 55 boutiques en propre 12 ans après. Donc, Merci pour ces exemples. Et donc, si je comprends, donc on va mettre de la lumière sur une problématique pendant ces constellations structurelles, et puis chaque individu va faire son ressenti, va explorer, et puis une solution va pouvoir émerger. Et comment on fait appel à toi, ou comment ça se passe aujourd'hui pour si on se sent appelé aussi pour faire ce type d'expérience? alors j'ai un site, morganrolando.com. J'ai volontairement laissé mon nom puisque on y allie la financière et la transformatrice d'organisation de manière plus subtile. Et en fait, je pense que c'est cet alignement entre les deux, cette adéquation qui permet de voir qui je suis. Donc oui, sur mon site, et je suis aussi beaucoup sur LinkedIn, donc contactez-moi sur LinkedIn. Et je suis en train de lancer des cercles de constellants, parce que je trouve que c'est un outil mais super puissant et pas encore assez connu. Donc m'envoyer un mot pour que je vous mette sur ce cercle de constellants qu'on va se joindre par email et certainement sur WhatsApp aussi, pour pouvoir en faire de manière régulière et que chacun puisse venir tester la puissance des constellations. Et tu dis que c'est pas encore très connu. Est-ce qu'il y a des pays qui sont plus en avance qu'en France, ou pas? Est-ce que tu as connaissance de ça? Pas énormément, en fait, je pense on est au balbutiement pour tous. Moi, j'ai été formée avec un Hollandais, Martijn Meijma, j'ai travaillé avec des Sud-Africains et en fait, je vois que
Au niveau du business, j'ai l'impression qu'on est arrivé à quelque chose d'international, comme des standards internationaux qui avancent à la même vitesse. Donc chacun, euh, on se sent chacun de plus comme des pionniers encore pour l'instant dans ce monde qui est très très carré, qui se veut très rationnel, alors qu'en fait, on le sait quand même tous, dans une entreprise, la prise de décision, elle se fait au moins à 50% sur de l'intuition parce qu'on n'a jamais tous les éléments en face de nous. C'est une entité vivante dans un monde en évolution permanente. Les 50%, c'est juste la moitié. Donc, comment on peut faire basculer et comment on peut rendre plus certain son intuition et la muscler aussi au quotidien pour prendre ses décisions? Mais en la travaillant, mon cher monsieur, en invitant. Comment on travaille? Et comment on la travaille? Mais tu me parlais de qu'est-ce qu'on fait au quotidien. Et là, j'ai parlé d'écoute et les entreprises à mission souvent forment même leurs employés à l'écoute active. L'écoute active entre les personnes et l'écoute active du client et l'écoute active de l'organisation. Donc moi je commence toutes mes journées avec une demi-heure de méditation et en fait c'est un moment extraordinaire parce que c'est là que je mets mon cerveau en pause. Et c'est lorsque je mets mon cerveau en pause que toutes les idées, les nouvelles alliances ou les personnes avec qui je devrais travailler me viennent. On va dire tout naturellement, mais c'est en écoutant. Et en venant du monde de l'innovation, ce qu'on voit, c'est qu'on est obligé, au moins dans le monde de l'innovation, d'avoir des plages de vide ou des plages de silence. Dans mon livre, dans le cahier pratique Connectez-vous à l'âme de votre business, j'ai des feuilles qui sont des feuilles blanches, des pages blanches où il est marqué temps de silence. Et donc là, c'est juste, on peut le faire soit en méditation, soit en allant marcher dans les bois. J'ai déjà fait ça avec des associés. Partez en méditation active, 2 heures de marche en silence. Donc c'est un exercice où on voit les frictions qui existent, on les voit en fait, où les personnes n'arrivent pas à marcher côte à côte. Ou au contraire, il y en a un qui a besoin de se rapprocher parce qu'il n'est pas rassuré. Et c'est un exercice hyper apprenant. Donc, le faire un petit peu tous les jours, quand vous êtes dans le métro, par exemple, si vous prenez les transports en commun, au lieu d'être en train de scroller sur Instagram ou sur LinkedIn, prendre un temps de respiration. Et rien que ce temps, ce sas de respiration, permet de clarifier le cerveau et de laisser de la place au nouveau qui peut émerger ou le nouveau, l'inconnu et à l'intuition qui va se manifester quand on lui laisse l'espace pour se manifester. Et on est dans un monde qui bouge énormément, qui va à toute vitesse, où on a des injonctions de partout. Réussir à couper ces petites machines qui sont nos téléphones de temps en temps, juste pour laisser émerger ce qui va émerger, nous donne une nouvelle vision, un angle nouveau sur toutes les choses. Et je pense que c'est une décision salvatrice, hein, enfin pour nous et pour le Oui. collectif, en fait, de pouvoir se recentrer par ces moments de silence et vraiment de retrait. Oui, et d'accepter le temps long, d'accepter que les choses se mettent en place de manière chronologique ou petit à petit, mais qu'elles vont être de manière durable plutôt que juste le temps court. Nous l'espacions, laisser le temps au temps. Laisser le temps au temps. Tout à l'heure, tu parlais d'alignement, mais c'est vrai que quand tu as dit, on est plusieurs personnes dans le monde entier à penser la même chose, à avancer de manière aussi parallèle, c'est tout à fait ce que tu disais au départ de l'interview, c'est-à-dire de l'échange. Il y a quelque chose d'extérieur qui fait que on avance tous au même diapason, en fait, quelque part. Ouais. Avec cette idée-là de constellation structurelle. C'est ça. Et quand j'interviens dans une entreprise, ou dans une transformation, en fait, je me focalise sur ce qui rassemble avant de me focaliser sur ce qui manque. Et on le voit beaucoup. On a toujours envie d'être dans le perfectionnisme, dans l'optimisation au maximum. Et je travaille aussi sur la robustesse. Et donc la robustesse nous apprend qu'il c'est bien de prendre des marges de manœuvre, qu'il est bien d'avoir de la sous-optimalisation parce que on va pouvoir accueillir l'incertain. Là, si par exemple il se passe un incendie dans un entrepôt, qu'est-ce qui va se passer? Ah zut, j'avais oublié de payer la dernière facture d'assurance, par exemple. On est à flux tendu et quand on est à flux tendu, on a du mal
à réagir à l'imprévu, alors que l'imprévu s'invite de manière naturelle dans toutes les organisations, mais nous sommes dans une époque où il arrive de plus en plus. Et on l'a vu avec le Covid, tout le monde a fermé boutique du jour au lendemain. Donc ça a fait des liquidations, des catastrophes pour beaucoup de commerces physiques, par exemple, ou au contraire, dans le logiciel, ça a explosé d'un niveau positif parce qu'on en a eu de plus en plus besoin. Mais non, le logiciel n'avait pas prévu cette forte croissance. Donc ils se sont retrouvés, certains, obligés de dire non à leurs clients parce qu'ils n'étaient pas prêts, ils n'avaient pas de marge de manœuvre et que le recrutement d'autres développeurs allait prendre du temps. Et pareil, sur le commerce physique, certains se sont mis au commerce en ligne et d'autres n'ont pas vu le vent venir. Ceux qui se sont mis sur le commerce en ligne avaient des marges de manœuvre pour pouvoir faire basculer leur modèle économique. D'où une bonne intuition. D'où une bonne intuition, exactement. Et là, quand on se retrouve face à l'imprévu, c'est vraiment l'intuition qui va nous guider et de se mettre à l'écoute de l'environnement, de ses clients, de ses partenaires pour agir ensemble. Je crois beaucoup à la co-construction et je travaille souvent avec des partenaires sur des deals communs, sur un programme commun. Et c'est comme ça qu'on avance avec aussi le regard des autres. Quelle part prend l'intelligence collective dans ce phénomène de constellation si structurelle et la perception du collectif et des idées ensemble? On se rend compte avec les constellations que de l'impact qu'on peut avoir sur les autres. En fait, moi je suis par exemple une personne hyperactive et assez dynamique, et j'ai l'impression que les autres vont me suivre spontanément parce que j'imagine que ce que je fais va être bien. Et en fait, je me suis rendu compte en faisant ce travail que je pouvais faire peur aux autres, qu'ils avaient peur de pas être à la hauteur, de pas être assez rapide, de pas compter dans l'équation alors qu'on avait besoin d'eux. Et donc, en faisant ce travail, qui ne parle que de ressenti, encore une fois, on enlève le cerveau, on enlève le mental, on le met en pause pour un moment. Je me suis rendu compte que j'avais pas toujours, laissé suffisamment d'espace pour qu'ils puissent s'exprimer et exprimer leurs besoins, leurs ressentis et la mise en valeur tout simplement de leur travail. Ça, c'est parce que voilà, la dynamique et vouloir aller vite voulait dire qu'en fait, je prenne le tempo de chacun pour leur parler d'une nouvelle culture d'entreprise et voir comment ils y adhèrent et comment ils s'y reconnaissent. Donc, l'effet miroir par rapport aux autres est super important. C'est souvent la faille d'un dirigeant aussi, que son ego prenne beaucoup de place et finalement ne prenne pas en compte aussi le ressenti de ses entre guillemets partenaires, parce c'est un collectif, donc on a besoin quand même du travail des autres personnes. Mais totalement. Et là, je reviens. Si l'organisation est distincte de moi, je vais pouvoir aller lui parler et comprendre de quoi elle a besoin et que ce n'est pas moi. Et donc, si moi, je veux aller plus vite, mais qu'elle n'est pas prête, elle va me dire « Attention doucement, tu as oublié quelque chose, tu as oublié quelqu'un. » Et l'équation est plus complexe que ce que tu imaginais. Alors, quel est le mouvement aujourd'hui pour les constellations en entreprise? Quelle est la place et comment promouvoir ces moyens qui sont quand même aussi très, très performants et qui seront de plus en plus, je pense? Comment ça peut se mettre en pratique assez facilement? Alors, se mettre en pratique, c'est déjà discutons et puis on va pouvoir le faire. Il y a deux manières. Il y a soit en interne en entreprise, soit en externe avec un réseau, comme ça peut être le CJD, ça peut être Réseau Entreprendre, ça peut être une association. En interne, en fait, on va essayer de se focaliser plus sur des éléments du modèle économique. Un COMEX, par exemple, peut avoir besoin de se dire le marché est en train de changer. Il y a des concurrents de l'étranger, par exemple, qui viennent de plus en plus et on ne sait pas comment y répondre. Donc là, on va pouvoir poser les éléments du modèle économique et les changements systémiques qui sont en train d'arriver. Et on va demander aux personnes, des demandeurs, le COMEX en l'occurrence sur cet exemple, de pouvoir nous parler de leur ressenti en étant à la place d'un élément. On va volontairement positionner des éléments plutôt que des personnes pour pas qu'ils soient en train de se projeter eux-mêmes
sur les autres personnes. Donc on fait un petit travail de sas avant d'y aller pour être prêt. Et si on le fait comme dans le cadre que tu as vu sur on a un demandeur et qui va parler d'interaction entre les différentes personnes, on va pouvoir avoir des représentants, personnes physiques. Comme elles ne connaissent pas les personnes, c'est encore plus facile de s'y mettre parce que le mental est absent. Ils peuvent pas dire Arthur va réagir de cette manière puisqu'ils ne connaissent pas Arthur. Donc ils vont juste parler de leur ressenti et quand on reçoit du froid, quand on ressent une envie de s'éloigner ou au contraire une envie de se protéger, quand on se sent estropié, quand on se sent restreint, on peut l'exprimer de manière, le corps peut l'exprimer et ça va nous permettre de tirer le fil sur ce qui se passe. Donc ça passe vraiment par le corps. Donc chacun va pouvoir à sa manière dire où ça se passe et puis qu'est-ce qu'il si c'est froid, va interpréter de manière différente que si c'est chaud et puis ça va être beaucoup plus parlant pour tout le monde. C'est ça, et si ça nous met en joie ou si ça nous met en colère, si ça nous rend triste, c'est très très parlant effectivement. Et le corps est vraiment un messager qui nous dit beaucoup de choses. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de rencontrer donc un cas où le dirigeant où il fait de l'auto-sabotage, en fait, il sabote aussi l'entreprise quelque part de manière inconsciente en fait, et comment tu peux essayer de remettre tout ça dans un meilleur alignement? Ce cas est assez difficile parce que ils peuvent être dans l'auto-sabotage, j'en ai vu beaucoup, qui, à un moment où je levais des fonds, qui voulaient lever des fonds pour pouvoir augmenter le développement de leur entreprise. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils avaient une volonté de grandir, mais ils n'avaient pas une volonté de partager. Donc de partager les décisions, ils se considéraient eux-mêmes comme ils s'assimilaient à leur organisation, donc c'est leur ego qui parlait plus que l'organisation. Et on n'a pas pu faire affaire ensemble parce que lever des fonds, avoir un actionnaire ou même si c'est de l'emprunt, de la dette, ça veut dire amener quelqu'un de plus à la table des décisions qui va pouvoir les challenger. Et ça veut dire lâcher du contrôle, parce que grandir, ça veut aussi dire recruter souvent. Que ce soit un partenaire de plus ou que ce soit des employés, ça veut dire commencer à dépendre d'autres personnes qu'on ne maîtrise pas totalement et donc lâcher du contrôle et faire confiance. Et là, quand c'est l'ego qui parle, les gens ont du mal à faire confiance. Donc là, il y en a un très clairement auquel je suis en train de penser qui est en train d'essayer de transmettre son cabinet d'architecte. Il a recruté un associé il y a 5 ans, mais qui est un associé qui est quelqu'un qui prend pas d'initiative, qui est assez timide, assez timoré, et donc qui n'a pas forcément ce qu'on attend d'un dirigeant. Et là, je réalise, en fait, il l'a choisi à dessein, inconsciemment certainement, parce qu'il a envie que l'entreprise se poursuive, que son cabinet se poursuive, mais en fait, l'autre en face ne se voit pas du tout à prendre des décisions tout seul. Donc, il a choisi quelqu'un qui n'allait pas lui faire d'ombre. Il n'allait pas faire d'ombre à son ego. Et malheureusement, on est en train de voir, là, il a plus de 70 ans. Donc, ça va être compliqué de pouvoir transmettre l'entreprise, à moins qu'il fasse un gros travail. Pour l'instant, je donnerai pas de nom, donc tout va bien. On en est au démarrage des discussions. Est-ce qu'il est prêt à entendre ça et à laisser son ego de côté? Donc, vraiment, humilité et confiance sont 2 mots super importants qui peuvent laisser l'organisation s'exprimer, l'organisation entité collective, par rapport à l'hyper-contrôle. Quels sont les freins culturels pour avoir recours aussi aux constellations structurelles dans l'organisation? Alors, on touche à quelque chose qui est à la fois palpable, presque palpable, qu'on ressent, mais qu'on a du mal à admettre parce que on est, encore une fois, dans l'éducation, on est encore beaucoup dans le contrôle. J'ai eu affaire à beaucoup de fonds d'investissement et en fait, à partir du moment où on dévie du budget ou du planning, même s'il y en a des vraies raisons, où on le voit, les entreprises cotées en bourse, s'ils commencent à dévisser, ce qu'on appelle dévisser, c'est avoir des résultats qui sont différents, hein, ça peut être plus ou moins, le cours de bourse de l'action va
tout de suite dégringoler. Et donc on est encore dans un monde hyper contrôlant et je pense que c'est ça qui va amener des freins. Mais moi, je trouve que c'est hyper positif. On voit de plus en plus de personnes et même de dirigeants qui s'en rapprochent. Donc je vois que dans ton parcours, tu as quand même pris de manière positive tout ce qui t'est arrivé, hein, et pour arriver à cet accompagnement maintenant avec ces constellations. Et tu as parlé comment tu équilibrais aussi ta vie avec la méditation le matin. Est-ce que tu as d'autres routines aussi que tu peux nous partager? Qu'est-ce qui te permet d'équilibrer ta vie personnelle et professionnelle? Faire du sport. Faire du sport est quelque chose où je parlais d'énergie de colère tout à l'heure. En fait, ça permet de faire dégager toutes ces énergies de colère qui peuvent nous arriver et d'être équilibré dans mon corps pour pouvoir être équilibré dans mon business. Et je parlais de laisser du temps au temps, d'amener le silence, c'est beaucoup la méditation. Mais j'ai été jeune cadre dynamique où on travaille 12 heures par jour ou même si ça vient le week-end, peu importe. Donc en tant qu'entrepreneur, j'ai toujours des horaires de travail qui peuvent être brinque-ballants, mais je m'attache à avoir un temps dédié pour la famille. Donc il n'est pas forcément le week-end si j'ai besoin de travailler le week-end, donc pas forcément figé dans le temps et dans mon planning, mais présent. Donc pour que je sois moi personnellement équilibrée et alignée, et donc pouvoir fournir le meilleur à mes clients et à ceux qui m'écoutent et qui puissent eux aussi être équilibrés et alignés. Et du coup, quelle est ta définition du bonheur? Quelle est ma définition du bonheur? C'est de la liberté et du partage. Donc pouvoir agir chacun comme il est, ça c'est la liberté. Et le partage, c'est en interaction avec les autres en permanence. Et les constellations, c'est ce qu'elles nous montrent, qu'il y a des liens parfois invisibles, mais qui existent entre tout un chacun. Et donc, si on reprend donc ta mascotte, qu'est-ce que ton propre business, le business de Morgane, peut te dire aujourd'hui? Alors, Soul on Biz me permet de me dire que je sais bien d'équilibrer entre, je me sens l'âme d'une innovatrice, d'une précurseuse sur ces sujets, donc de prendre du temps sur ces sujets pour aller toucher des clients et de ne pas être à la recherche de clients en permanence. Qu'en fait, je sois à la fois en train de chercher mes clients pour du court terme et à la fois en train de planter des graines qui vont être durables à long terme. Donc, merci Louise. Et quels sont tes autres projets actuellement? Je sais que tu m'as parlé de Mission Rebond, enfin différentes choses. Oui, parce que je suis en train de chercher une entreprise à reprendre. Donc j'ai fait beaucoup de management de transition. En fait, l'idée, ce serait plutôt que de passer une courte période pour contribuer à aiguiller l'entreprise vers ce qu'elle est amenée à être, ce serait de racheter une entreprise pour pouvoir le montrer sur le long terme, donc au minimum 3 à 5 ans, ce que peut faire l'entreprise entité vivante et comment en alignement je peux avancer avec elle. Donc c'est là que j'ai trouvé qu'il y a malheureusement, ou en tout cas c'est cyclique, c'est comme ça, il y a beaucoup d'entreprises qui sont en liquidation en ce moment et donc il y a des pépites qui sont cachées. Et là j'ai commencé à regarder les entreprises à la barre du tribunal de commerce, donc des entreprises qui ont raté des démarches au niveau financier, mais dont certains actifs sont toujours utiles à la société. En regardant celle-ci, j'ai eu l'idée, il n'y a vraiment pas beaucoup de littérature sur la reprise d'entreprises en difficulté. Il y en a sur la prévention des entreprises en difficulté, comme si elles ne pouvaient pas mourir pour mieux renaître. Et en fait, je pense que c'est ça. Pour moi, on crée une nouvelle entreprise pour racheter des actifs. On n'est pas en train de racheter une entreprise en tant que telle. Et donc, c'est comme si c'est une mère, l'entreprise existante, faisait une passation de témoin à une fille, une nouvelle entreprise qui va reprendre l'essence de cette première pour aller la faire se développer d'une autre manière, puisque ça va être géré avec une autre personne. Et des renaissances. Une renaissance. Et ça se passe aussi dans les transmissions d'entreprises familiales. Et donc, j'ai voulu expliquer quel avait été mon parcours, donc un retour d'expérience qui soit autant empreint d'émotions, de montagnes russes émotionnelles extraordinaires, et de guide sur comment faire tout ce qui est au niveau juridique
et financier au tribunal de commerce. Donc, j'ai écrit 9 chapitres sur Mission Rebond, sur un retour d'expérience de due diligence et d'analyse à la barre du tribunal, donc d'entreprise en difficulté, pour la faire renaître. Et ça fait partie de mes projets d'aller racheter. Là, je suis encore en recherche et c'est pas grave. Il vaut mieux passer du temps à bien se connaître et voir si je suis alignée avec cette entreprise entité vivante ou si je passe à la suivante. Et Mission Rebond est en train de chercher son éditeur. J'ai eu des retours extraordinairement positifs parce que on fait découvrir le monde de l'entreprise d'une nouvelle manière. Donc, je suis en train de travailler à en faire un atelier aussi, un webinaire et un atelier, tout en cherchant l'éditeur qui va être le mieux placé pour la faire venir. Merci en tout cas pour ces recherches qui sont très, très instructives et actuelles. Et je pense que dans un monde incertain, on a besoin de ce type d'expérimentation qui apporte du concret pour les entités, en tout cas pour les organisations. Qu'est-ce que pourrait conseiller la Morgane d'aujourd'hui à la Morgane plus jeune? Question récurrente qu'on va trouver dans nos conversations. Ose être toi dans ton entièreté. Ça, c'est vraiment au fur et à mesure que j'avance dans tout ce qui est l'impalpable et l'intuition, je réalise que en fait, c'est un outil que j'avais énormément depuis toute petite et qui a dû être mis sous cloche, on va dire, parce que à l'école, on ne dit pas tout ce qu'on peut dire, ou dans la famille, ou même dans le monde de l'entreprise une fois que j'ai trouvé ma carrière professionnelle. Mais en fait, ose être toi-même, c'est quelque chose de fort et trouve les endroits où cela peut se dire. En fait, donc utilise ton intuition à la fois pour s'exprimer et en même temps pour voir où elle va pouvoir s'exprimer sans se heurter à de la censure et à de la mise sous cloche. Et si on peut à nos enfants les laisser se développer, ça vient avec le silence aussi. Je pense au silence des smartphones et des injonctions qu'on reçoit, de la passivité que ça crée. Fermez le petit clapet, mettez le silence pour oser être vous-même. C'est le message que j'aurais envie de laisser à la génération suivante. Et quel rêve le plus audacieux que tu as envie d'oser justement aujourd'hui? Oser écouter mes rêves et les faire devenir réalité. C'est ça. Donc, dans ce que je disais avec l'âme de l'entreprise qui vient s'incarner, oser y aller. Donc, oser dire c'est un rêve que je suis en train de transformer et je pense que j'ai déjà commencé. Oser prendre sa place, être dans l'alignement et puis continuer à partager. Ça. Continuer à partager et puis à planter des graines et faire que ces graines deviennent des racines durables pour une entreprise qui soit véhicule d'un changement positif. Merci Morgane, merci pour ces outils qui sont très pratiques et puis je pense qu'ils permettent d'avancer sur beaucoup de sujets, de se remettre en question et puis que le collectif puisse être gagnant avec tous ces enseignements. Merci Morgane. Merci Hugues de ton invitation et bravo pour ce podcast de Happy Rising qui contribue lui aussi à amener le bonheur en entreprise. Je pense que c'est quelque chose dont on a beaucoup besoin. Merci beaucoup et à la prochaine pour une nouvelle conversation dans The Happy Rise.